Salut les amis et bienvenue pour cette troisième partie de la rétrospective Masters of the Universe dédiée aux dessins animés de la franchise. Je commencerai par un tour d'horizon de l'ensemble des séries et je terminerai par un petit exposé sur le monde d'Eternia, en parlant bien évidemment de l'univers, mais surtout de quelques personnages. He-Man and the Masters of the Universe est à l'origine une série composée de 2 saisons de 65 épisodes, créée par Lou Scheimer et produite par Filmation, société spécialisée dans la production de dessins animés. Elle a commencé avec des séries de super-héros de chez DC Comics, The New Adventures of Superman ainsi que Batman. Elle est également responsable de Sport Billy, les champions, tu es le roi. Sport Billy, de Brave Star, de Ghostbusters, et de Black Star. Le sauveur, le héros, toujours l'Atlantique. Qui est très important dans la jeunesse de Musclor, car si nous avons connu Black Star un an après Musclor en France, il est sorti bien avant aux États-Unis. Comme je l'ai dit dans la première partie, Black Star a fortement inspiré Mattel, le principe de l'épée double vient d'ailleurs de là, et pas mal d'éléments ont été repris dans le dessin animé. Veuillez noter que tout le catalogue de Filmation appartient à DreamWorks aujourd'hui. La musique est composée par Shuki Levy et M. Saban, deux personnages illustres puisque le premier a travaillé sur les bandes originales des Mystérieuses Cités d'Or, Masque, pour sauver la paix, des guerriers, ils accompliront leur mission. Jace et les Conquérants de la Lumière, Quant à M. Saban, c'est un nom très connu dans l'univers du dessin animé, notamment au travers de Saban Productions, qu'il a d'ailleurs créé avec Shuki Levy, et qui a produit ou distribué bon nombre de dessins animés. Il était d'ailleurs associé à Jean Chalopin par exemple pour les séries comme Ulysse 31, ou Inspecteur Gadget. Et là qui va là. Et là ça va pas. Ce sont aussi les adaptateurs des Super Sentai japonais, plus connus sous le nom de Power Rangers. D'ailleurs, le petit Shuki aime bien recycler ses musiques, hein. Écoutez-moi ça. Ça ressemble pas à une musique que vous connaissez par hasard, genre ça. Et oui, les Cités d'Or, sortis un an plus tôt. Mais sinon, ce serait pas une pratique courante chez Filmation que de recycler ses bandes originales. Quand j'étais petit, j'adorais le film d'animation Flash Gordon, qui est une vraie réussite. Et ce n'est que récemment que j'ai tilté que certains passages audio apparaissaient aussi dans Black Star. A noter que ces passages apparaissaient également dans la série Flash Gordon de 1978, La boucle est bouclée. Donc la première série raconte l'histoire d'Adam, le prince d'Eternia, défenseur du château des ombres, et pouvant se transformer en Musclor, l'homme le plus fort de l'univers, grâce à la célèbre phrase très connue « Par le pouvoir du crâne ancestral ». Bon, littéralement en anglais, ce serait plutôt par le pouvoir de Grayskull, j'ai le pouvoir. Bon, cette redondance n'est pas très belle, avouez quand même que la version française a un peu plus de charme. Et il faut savoir que nous sommes les seuls en France à appeler Musclor de cette manière. Partout ailleurs, c'est He-Man. Son identité secrète n'est connue que par le maître d'armes, la sorcière et Orko, le comic relief. D'ailleurs, c'est un truc qui m'a toujours fait marrer. Je parle de l'identité secrète de Musclor, hein. Pas Orko, parce que le garciment d'Eternia me file vite la migraine. D'ailleurs, à ce sujet, vous saviez-vous que Orko à l'origine devait s'appeler Gorpo, et puis même que dans certaines apparitions, certains Corki étaient déjà en bleu plutôt qu'en rouge? Ouais, vous avez raison, on s'en fout. Allez, on retourne sur Adam. Donc Adam est une création spécifique pour le dessin animé, il n'était pas prévu pour la ligne de jouets à la base. Et très franchement, j'avais déjà du mal avec l'identité secrète de Superman où il suffisait d'ajouter des lunettes pour masquer son visage, mais alors là, ils font même pas l'effort d'ajouter un accessoire. Je sais pas, moi vous auriez pu rajouter un truc, n'importe quoi, des lunettes, un chapeau, un nez rouge, j'en sais rien, ou tout ça à la fois si vous voulez.
Je veux bien que les auteurs jouent sur la suspension consentie d'incrédulité, mais vous poussez pas le bouchon un peu loin là? Car si Tila elle est pas capable de découvrir que lui, c'est pareil que lui, elle ferait mieux de voler les lunettes de Clark Kent, hein. Donc Musclor affronte au gré de ses aventures Skeletor, le chef des génies du mal, et tout un tas d'autres méchants comme Beastman ou les hommes serpents. Les épisodes de la série suivent généralement le même schéma avec l'ajout d'une séquence de moralité pour conclure afin d'adoucir l'ambiance pour les petites enfants. Les animaux, quels qu'ils soient, doivent être traités avec gentillesse et respect. Tous ceux... Du coup, on laisse passer un certain nombre d'écueils, notamment les faux raccords, l'histoire alambiquée ou la reprise des mêmes animations pour combler. D'ailleurs, ça aussi, ça m'a toujours fait marrer, la reprise des animations et notamment la transformation de Musclor qui est quasiment toujours intégrée de la même manière et souvent sans s'inquiéter des éléments de contexte. Prenez cet exemple. Musclor se prend un éboulement sur le coin de la tronche. Petit éclat de lumière et paf, on nous colle l'animation standard et il repart. Mais à aucun moment l'animation de transformation ne tient compte du fait qu'il est enseveli. Bon, après c'est vrai que la production de l'époque usait et abusait du recyclage de séquences pour produire plus et plus vite. Et c'était particulièrement fréquent chez Filmation. Aujourd'hui c'est vrai qu'avec un regard plus adulte, on n'est pas vraiment emballé par l'animation, les scènes se répètent. Cette journée nous réserve son lot de surprises. Et j'ai l'impression qu'ils sont toujours en train de courir. Voilà, tout le temps, ils courent tout le temps. C'est un dessin animé sur l'athlétisme. Et puis Musclor, il passe son temps à faire du catch ou à dévier des tirs avec son épée en fait. Mais bon, quand on était gamin, on adorait ça, hein, faut bien se l'avouer. Alors la série n'a pas non plus de fil rouge, on n'a pas besoin de voir tout dans l'ordre, même si c'est utile pour bien cibler les nouveaux personnages. D'ailleurs, la diffusion en France était incomplète et dans le désordre. Tous les épisodes n'ont pas été doublés, seulement 82. Le dernier épisode diffusé chez nous est le numéro 125 de la diffusion américaine. Quant à l'épisode 130 de la version américaine, il a bien été diffusé en France au début de la 2e saison. C'est un épisode comme un autre, hein, n'allez pas chercher une fin potentielle. Vous voyez, l'ordre est un peu aléatoire et sans réel intérêt, il n'y a qu'un seul double épisode sur les 2 saisons. Côté scénario, il faut quand même noter que Musclor marque les premiers pas de nombreux auteurs. Parmi eux, citons Paul Dini qui débute chez Filmation et qui écrira quelques épisodes. Paul Dini est davantage connu pour son implication sur la merveilleuse série Batman des années 90, dans laquelle il crée le superbe personnage d'Harley Quinn. Mais on découvre aussi les talents de Joseph Michael Straczynski. Alors c'est vrai qu'il avait un peu plus de bouteilles et il se fera davantage connaître avec sa série Babylon 5 dans les années 90, mais aussi tout son boulot sur les comics, comme la création de Rising Stars que je vous conseille, ou ses arcs narratifs chez Marvel, notamment sur Spider-Man. Les histoires alternent entre le bon et le franchement grotesque, mais encore une fois, cela passe avec notre regard d'enfant. Quant à Musclor, il est important de relever un élément majeur de son caractère, quelque chose d'essentiel qui va le personnaliser tout au long de la série. Eh bien, notez que c'est parfois un vrai crétin. Regardez cet épisode. Oh, le vilain pilier qui menace de s'effondrer avec plein de petits villageois autour. Ce que tu fais construire risque de s'écrouler et pourrait blesser quelqu'un. Mais oui, Duncan, on est bien d'accord avec toi. Mais tu vois, cela n'empêche pas Musclor de jouer autour du pilier et d'avoir soudainement une grande idée de merde. Oh Musclor, je rappelle qu'il y a Duncan derrière toi. C'était pas compliqué de faire ça, chacun d'un côté? Eh bien non. Musclor, on lui dit que le pilier est fragile, et lui, il fait ça. S'est écroulé comme c'était à prévoir. Comment ça, c'était à prévoir? Mais tu te fous de qui, là? Tu pouvais pas réfléchir 30 secondes avant de faire ta connerie? Bon, notez qu'après ça, il renonce à son pouvoir parce que c'est un naze. Mais c'est pas grave, allez, continuons. Alors, je ne m'attarderai pas sur la diffusion française, simplement pour vous dire que le doublage est assuré en premier lieu par Philippe Auguste. J'en ai déjà parlé, on ne le présente plus. Et on a eu le droit à quelques musiques originales, dont la plus connue est celle chantée par Alain Chauffour, animateur télé, notamment dans Récréa 2, Souvenirs. La série fera l'objet de 2 films. D'abord Le Secret de l'épée, qui est important puisqu'il permet d'introduire les aventures de She-Ra, et une arrivée en grande pompe en France. En effet, on a eu le droit à une séquence d'anthologie avec Christophe de Chavannes qui reçoit sur son plateau Musclor, She-Ra et Skeletor, qui vont être interviewés par des enfants. Un truc de dingue, souvenez-vous.
Musclor, c'est pas un liquide vaisselle, hein. C'est un film avec une grande distribution, puisque les trois acteurs principaux sont là. C'est la première fois qu'on les voit à la télé. Ça a été un feuilleton, puis c'est devenu un long métrage. Ça a été tourné aux États-Unis. Alors, si vous voulez... Bon, alors, c'est vrai qu'avec tout ça, on sait pas trop si De Chavannes, il a conscience que c'est un dessin animé et pas un film live, vu ses propos. Mais bon. Alors, quelles sont vos questions? Je vous attends. Ah, que de nostalgie. On demande aux gamins de poser une question. Allez, vas-y. C'est magnifique, l'enfance. Mais le problème, c'est que les gamins, ils posent pas de questions, en fait, ils osent pas. Et regardez-moi le Musclor, il est tout dépité avec son masque qui se tire, là. Il va essayer de combler comme il peut. Quelle époque merveilleuse quand même on a vécu. Et puis viendra ensuite la revanche de Skeletor, un spécial Noël impliquant encore une fois Musclor et She-Ra. Mais bon, ces deux films sont une excellente transition pour vous parler rapidement de la sœur de Musclor, Adora alias She-Ra, qui est le pendant féminin d'Adam, sa sœur jumelle. Elle vit sur une autre planète, Etheria, et est confrontée principalement à Hordak. Dans les premiers épisodes, elle s'oppose même à Musclor avant de découvrir elle-même son pouvoir et sa destinée. La série suit un peu la même logique que celle de Musclor, avec la scène culte de la transformation, mais à la place de la scène de moralité, on devait retrouver cette inutile bestiole de Loo-Kee, dans l'ensemble de l'épisode. Alors, tu as trouvé où je me cachais aujourd'hui? Non? Eh bien, essaye encore! Ah bah oui, tiens, Loo-Kee, t'es super bien caché, là, on t'a pas vu. Toi aussi, trouve Musclor dans cette séquence. Alors, tu l'as vu? Bravo, tu as gagné le droit de rejouer lors du prochain épisode. Mais revenons à la scène de la transformation qui est symptomatique de la différence de traitement à l'époque entre filles et garçons. Je vous ai mis les deux ensemble. Vous voyez la différence? Outre le fait que Musclor parle de pouvoir et She-Ra d'honneur, le déroulé de la séquence n'est pas la même. Du moins pas exactement. Musclor, il se transforme direct. Pas de fioriture, alors que She-Ra, elle a le droit à des paillettes et de la lumière type Magical Girl. C'est plus long, hein, forcément, parce que c'est une femme, donc elle a besoin de plus de temps pour s'habiller. Quoi? Oui, c'est misogyne, je le sais, mais c'est l'époque qui veut ça, c'est comme ça. Bon, dans la seconde partie, She-Ra ne dit pas qu'elle a le pouvoir, comme Musclor, elle dit juste qu'elle est She-Ra. Et plutôt que de tenir son glaive de manière virile et déterminée, tendu vers l'avant comme Musclor, on a l'impression qu'elle le tient comme un miroir ou un bâton de majorette. Bon sang, il y a que moi qui vois une métaphore phallique dans tout ça. Saviez-vous que la création du prince Adam et de She-Ra est influencée par le personnage de Captain Marvel? Non? En effet, selon Lou Scheimer, lui-même, la volonté, un peu ratée il faut le dire, de créer un alter ego adolescent de Musclor était inspirée du personnage de Shazam. Quant à Adora, elle fait écho à Mary Marvel, la sœur donc de Captain Marvel. Quelques temps plus tard, sortira ensuite les nouvelles aventures de He-Man, ou plutôt He-Man, le héros du futur en France. Cette série se présentait un peu comme une suite dans un univers complètement différent, où ne restait que Musclor, qui reprenait son nom américain de He-Man, même en France, et Skeletor. J'en parle juste pour la citer car elle est complètement passée inaperçue, il faut dire qu'elle n'était pas d'une très grande qualité malgré le fait qu'elle soit produite par la société Jetlag Productions de Jean Chalopin. De plus, elle a été diffusée sur TF1 au moment de la guerre du Golfe et elle était régulièrement déprogrammée en fonction de l'actualité. En outre, le fait de garder le nom de He-Man couplé à un changement graphique était déroutant pour les plus jeunes, le lien étant difficile à faire avec la série d'origine, et on n'avait pas internet à l'époque pour nous renseigner. Résultat, plantage au bout de 47 épisodes. Après la longue traversée du désert des années 90, Musclor revient en force au début des années 2000, avec la création d'une nouvelle série, un reboot qui reprend tout l'univers à zéro. La série est produite par la société Mike Young Productions, qui, par le pouvoir du droit des sociétés, s'appelle maintenant Splurge Entertainment. Dans cette nouvelle série, on a le droit aux origines du prince Adam et un background plus travaillé des personnages, notamment de l'héritage que doit porter notre héros, descendant du roi Grayskull, porteur original de l'épée qui sert à canaliser le pouvoir. Retenez bien cette nuance, elle est très importante pour la suite. On assiste également à la naissance de Skeletor. Alors je ne me souvenais plus trop de cette série et je n'ai pu accéder qu'à quelques épisodes, mais franchement la qualité globale est là avec un retour aux sources très appréciable, un bon design et puis une histoire intéressante même si finalement la série sera très éphémère et il faudra attendre plus de 15 ans pour avoir une nouvelle, ou plutôt 2. Car en 2021, Netflix s'embarque dans 2 séries Masters of the Universe. Je commencerai par celle que j'aime le moins, voire pas du tout, celle en CGI. C'est de nouveau un reboot de la série de 83, donc Adam découvre le pouvoir du Château des Ombres, se transforme en He-Man et doit sauver Eternia. La série est terminée et fait 3 saisons pour 26 épisodes, et franchement je trouve cela d'une laideur affligeante. Attention, hein, c'est mon avis, je comprends que d'autres puissent l'apprécier. Hein. J'ai pas réussi moi à voir plus de 2 épisodes. C'est clairement destiné à une nouvelle génération, et paradoxalement, je trouve que c'est une bonne idée, car c'est adapté pour un nouveau public, mais en plus, et c'est pour ça que c'est une bonne idée, Netflix a produit en parallèle une autre série
qui là répond davantage au goût des vieux comme moi. En l'occurrence, je vous parle de Masters of the Universe Révélation. Et cette série, je l'ai dévorée. J'ai vraiment adoré. Si vous ne l'avez pas vue, allez-y, elle vaut clairement le coup et j'attends la suite avec impatience. C'est Kevin Smith, auteur et scénariste très célèbre qui est derrière cette suite directe de la série de 1983. Et j'ai trouvé intéressant et original le traitement de Musclor dans la série, tout comme l'utilisation du pouvoir. Je vous ai dit que l'épée servait à canaliser le pouvoir. Eh bien dans cette série, on utilise cet aspect pour développer l'idée que l'idée sert de catalyseur au pouvoir déjà détenu par Adam. Un peu comme l'a fait Marvel avec Thor dans Ragnarok. Et notre Musclor de s'interroger sur ce qu'il se passerait s'il invoquait le pouvoir du crâne ancestral sans l'épée. J'en dis pas plus, la série est très bonne et je vous la conseille. Une suite est attendue, elle s'appelle Révolution. Et je suis impatient de la voir. Mais avec tout ça, je n'ai pas parlé de ce qu'il advient de She-Ra, qui a aussi eu le droit à son reboot via Netflix par DreamWorks. Rappelez-vous, DreamWorks qui a récupéré le catalogue Filmation. La série est assez éloignée de la série d'origine et explore des thématiques plus sérieuses comme le racisme, l'environnement, la cause LGBT, le sexisme. Notez que le titre global s'est transformé, on est passé de She-Ra, princesse du pouvoir, à She-Ra et les princesses au pouvoir. Et notez que c'est pas les princesses du pouvoir, c'est bien les princesses au pouvoir pour afficher que c'est bien elles les boss, c'est elles qui dirigent. On a clairement changé d'époque par rapport à la première série. Pour finir, juste un petit mot, ce ne sont pas des dessins animés, mais je conclurai simplement cette sous-partie en vous précisant que Netflix prévoit un nouveau film live Musclor et que Amazon Prime prévoit une série live She-Ra. On est drôlement impatient de voir ça. C'est pas comme si les Américains savaient faire des adaptations live de tous les dessins animés qu'on a aimés quand on était enfant. Mais oui, allons-y, soyons fous. L'univers de Musclor s'est densifié au fil des années. Entre la gamme de jouets, les comics, les mini-comics, le dessin animé, il y a vraiment de quoi faire. Le souci, c'est que certains backgrounds sont réécrits et modifiés, donc il est possible que certaines choses que je vais dire ne correspondent pas à ce que vous pensiez. D'ailleurs, si vous avez écouté la deuxième partie de ma rétro, vous avez vu de vous-même que même dans les mini-comics à la base, c'était un peu le bazar. Cela étant, il reste et demeure depuis toujours un lieu carrément emblématique qui est le Château des Ombres, Castle Grayskull en anglais. Il est situé sur Eternia, qui est la planète centrale de la franchise. Sa capitale est Eternos et elle possède une planète jumelle, Eteria, où se passe l'histoire de She-Ra. Et il y a véritablement tout un univers autour de la planète de Musclor. Mais Eternia est aussi une planète très particulière. Dans certaines histoires, on apprend qu'elle est au centre de l'univers, voire même elle est à la jonction d'univers parallèles. C'est une Terre comportant un hémisphère clair où il fait toujours jour et un hémisphère sombre où il fait toujours nuit. Il existait une civilisation plus ancienne qui vivait sur Eternia, appelée alors Préternia, une époque avec des géants, des dinosaures et les anciens, ancêtres de Musclor. C'est d'ailleurs de cette époque que viennent les Snakemen. Eternia est dirigée pour sa partie claire par le roi Randor et la reine Marlena. Le côté obscur est dirigé par Skeletor, la planète est composée de divers peuples très variés. Le Château des Ombres a également évolué au fur et à mesure des histoires. Il a été la demeure de l'ancien roi d'Eternia, King Grayskull. Dans Révélation, c'est ce dernier qui a forgé l'épée du pouvoir pour combattre l'Orlax. D'ailleurs, on y apprend aussi que le Château des Ombres est simplement une salle magique dissimulée par un sort la faisant ressembler à un château. Ce qui est bien évidemment très différent de la version d'origine. Dans la version de 2002, le château est la demeure de l'épouse du roi Grayskull, la reine Vina, la première sorcière. Néanmoins, dans toutes les versions, il est protégé par la sorcière et bien sûr par Musclor, Iman. Vous voyez, en fait, c'est compliqué de retracer l'histoire. Il y a certes des similitudes entre les différentes versions, mais au final, tout dépend de la continuité dans laquelle vous vous trouvez. N'allez pas chercher de cohérence dans les premiers mini-comics. C'est pour cela que je trouve plus intéressant de vous parler des personnages que je vais aborder très rapidement en exposant quelques particularités pour chacun. Ces personnages sont classés en plusieurs groupes. Les Heroic Warriors, menés par Musclor, les Evil Warriors, menés par Skeletor, l'Evil Horde, menés par Hordak, et la Great Rebellion, menée par She-Ra. On a également les Snakemen, les Evil Mutants, les Anciens et les Galactic Guardians, qui apparaissent dans la série de 1990. Le plus important est Musclor, dont la véritable identité est Adam, donc prince d'Eternia. La question est de savoir quels sont ses pouvoirs, et c'est une question que se posent beaucoup de fans. Eh bien, c'est l'homme le plus fort de l'univers. Voilà, c'est ce qu'on nous dit dans l'introduction. Et on a pu réellement constater sa force lorsqu'il a été confronté surtout à Superman, puisqu'il rivalise avec lui, et lui a même planté son épée dans la poitrine. Son espèce de baudrier autour du torse est faite de corydite, un minerai ultra résistant qui renforce sa force physique. Il a aussi un super souffle comme Superman,
Il peut courir à une vitesse très élevée créant un vide, ou il peut transformer du sable en verre, ce qui est pratique pour l'apéro. Et bien sûr, il est presque invulnérable. Sa sœur She-Ra dispose aussi de facultés surhumaines, elle peut communiquer en plus avec les animaux par télépathie, comme toute princesse qui se respecte. Mais surtout, elle peut transformer son épée en plein d'autres outils plus ou moins pratiques, et c'est super intéressant pour elle. Par exemple, un bouclier, un aimant, un arc, mais sans la flèche. Bon, je vous avoue, j'ose pas imaginer les autres possibilités non avouables quand elle est dans sa chambre. Skeletor, lui, est le principal antagoniste. Il était à l'origine un démon, mais finalement son background a été reprécisé en 2002 et les suppositions ont été confirmées. Il s'agit ni plus ni moins que de Keldor, à l'origine frère du roi Randor, et grand rival qui est mortellement blessé par de l'acide. Il trouve refuge auprès de Hordak, qui accepte de lui sauver la vie et le transforme en Skeletor. Du coup, la némésis de Musclor est aussi son oncle. Quant à Hordak, il est le chef de la Horde, un vaste empire démoniaque qui étend son influence sur plusieurs planètes et dimensions. À l'origine, c'était un ennemi de Musclor, mais comme il est sorti au moment de la création de She-Ra, il est devenu son principal antagoniste. Un personnage que j'aime beaucoup est Teela. Capitaine de la garde royale, grande amie d'Adam, elle est adoptée par le maître d'armes car en réalité Teela est la fille de la sorcière. Elle est le personnage principal de Masters of the Universe Révélation et devient la nouvelle sorcière. Son nom vient d'une série d'aventures d'origine indienne mettant en scène Gunga Ram. Justement, la sorcière est la gardienne du château des ombres qu'elle ne peut quitter. Et c'est une magicienne redoutable, mais elle peut pas bouger de son château. Elle a offert ses pouvoirs à Musclor ainsi qu'à She-Ra, elle est capable de se transformer en Zoar le faucon. Au tout début, avant la série, elle était confondue avec la déesse dans les mini-comics, mais son background a été réinventé avec le dessin animé et les deux personnages sont indépendants. Le maître d'armes s'appelle en réalité Duncan, c'est un inventeur, soldat qui est également le mentor de Musclor. Mais un groupe sans magicien n'est rien. Et c'est le Comic Relief Orko, spécialement créé pour le dessin animé, qui assumera ce rôle. Vous en doutez peut-être, mais sachez que ce n'est pas un mauvais magicien, malgré qu'il rate ses sorts. En fait, Orko est originaire d'un autre monde extradimensionnel dont les lois de la nature sont différentes de celles d'Eternia. Du coup, la magie ne fonctionne pas de la même façon, et c'est pour ça qu'il rate ses sorts, et ça c'est dans son background. Mais bon, ce background est parfois un peu bafoué par les auteurs, et même dans son monde d'origine, il est quelquefois un peu nul dans certains épisodes. Dans la série Netflix, il combat héroïquement et meurt désintégré. Ouais, c'est moche. Et d'ailleurs, je terminerai cette partie sur ce sentiment fort et délicat, né de sa disparition, qui nous pousse à nous réjouir. Oui, c'est ça, à nous réjouir de ne plus supporter ces bêtises. Et oui. Bon, cela étant, même si je termine là-dessus, la rétro n'est pas terminée, elle, puisqu'il est temps maintenant d'aborder le film de 1987. Rendez-vous donc pour la 4e partie. En attendant, prenez soin de vous.